dans quelques minutes avec 3 nouveaux invités. Restez bien avec nous sur CNews. Bonsoir, merci à vous. Si vous nous rejoignez sur CNews, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité avec 3 nouveaux invités. Marion Pariset, spécialiste en politique publique. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Raphaël Steinville, rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles. Merci d'être avec nous dans cette émission. Et Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer ce qu'on disait à l'instant. Cette proposition de loi faite par Sacha Houlié, le député Renaissance, président de la commission des lois. Réaction d'Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, candidat à la présidence normalement des Républicains. Proposition de loi sur le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Le droit de vote, mais aussi d'être élu dans un conseil municipal. C'est une ancienne proposition, on va dire, de la gauche qui revient à nouveau sur la table. La faute déjà à ceux qui n'ont pas tenu cette promesse, et on pense à François Hollande qui en avait fait l'un de ses thèmes phares en 2012 lors de sa campagne électorale. Est-ce que ça vous choque que ça revienne comme ça, Raphaël Steinville, en plein été, cette mesure? On a l'impression que Sacha Houlié veut faire aussi un combat un peu interne, peut-être en réponse à la politique droitière menée par Gérald Darmanin. Non, ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas. Ça ne vous choque pas, évidemment. Mais ça ne m'étonne pas non plus. Je pense que l'été est d'abord une période propice à un certain nombre de députés en mal de notoriété ou en conquête d'espace médiatique pour faire parler d'eux. Et effectivement, Sacha Houlié, compte tenu de sa personnalité, de son parcours politique, il n'est pas étonnant qu'il veuille prendre un petit peu le contre-pied de Gérald Darmanin au sein de cette majorité. Il y a un espace justement pour contrebalancer un petit peu l'impression qu'on pourrait avoir d'une majorité penchant de plus en plus à droite. Lui et quelques autres, on peut penser aussi à Gabriel Attal et d'autres personnalités de la Macronie, sont enclins à vouloir essayer de cranter un espace à gauche pour rassurer un électorat qui historiquement venait du Parti Socialiste et qui depuis a quand même très largement muté. Marion Pariset, c'est malin, à l'inverse, de la part de Sacha Houlié, si on se place simplement du point de vue politique et règlement de compte politique à l'intérieur du parti présidentiel? Alors, malin, ça dépendra des résultats, effectivement, et de la façon dont ça sera perçu et reçu par l'ensemble de l'électorat d'Emmanuel Macron. C'est pas une proposition de loi constitutionnelle, quand même, il faut le rappeler. Hein, c'est quelque chose qui peut déboucher un référendum. Exactement. Non, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est en effet cette volonté, tout d'un coup, de vouloir rééquilibrer cette image qui, aujourd'hui, depuis quand même plusieurs mois, est plutôt tendance à tourner vers la droite, et ce qui a été reproché, d'ailleurs, par l'aile gauche d'Emmanuel Macron. Donc ça paraît une logique, mais là encore, c'est aussi ce qui est critiqué par un certain nombre d'électeurs chez Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'il avance. Est-ce que c'est malin pour son placement personnel? Oui, dans une certaine mesure, ça lui permet d'exister. Aujourd'hui, quand on a des ministres comme Gérald Darmanin qui prennent beaucoup de place médiatique, en effet, les députés de la majorité ont du mal aussi à prendre leur place. Et ils ont eu du mal déjà à exister en partie sous le précédent mandat. Aujourd'hui, ils peuvent tenter de reprendre la main un peu sur l'agenda. On va découvrir la réaction d'Éric Ciotti, le député, je vous le disais, des Alpes-Maritimes, qui a vivement réagi sur les réseaux sociaux. Droit de vote aux étrangers, quand le président de la commission des lois porte un texte aussi grave et dangereux, que dit le gouvernement? Je m'opposerai de toutes mes forces à ce projet, dit celui qui sera sans doute candidat à la présidence des Républicains, Mickaël Sadoun. Que dit le gouvernement? Rien pour le moment. Même question, est-ce que Sacha Houlié joue sa propre partition, et peut-être, en dépit de ce que pourrait penser le couple exécutif, notamment? Ce qui est sûr, c'est que pour moi, C'était pas l'ordre du jour pendant la campagne présidentielle, par exemple. Non, pas du tout. Mais c'est un énorme coup porté, je trouve, à toute l'image et à toute la politique portée Gérald Darmanin depuis des mois, qui est parti du Burkini pour aller à la loi immigration, en passant par l'expulsion de l'imam Iki Houssen. C'est très dommage. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de montrer que la majorité est consciente des problèmes du pays et, des impératifs qui se sont manifestés pendant la campagne présidentielle et qui ont porté notamment Marine Le Pen à avoir beaucoup plus de députés, qui ont porté pendant un moment médiatiquement Éric Zemmour. Et puis finalement,
toutes ces prises de considération sont balayées d'un revers par un député qui, en effet, je pense, veut faire un effet de buzz et réattirer à la majorité peut-être un électorat, oui, anciennement socialiste, mais je pense de toute façon que de ce point de vue-là, ce sera raté. Oui, parce qu'on a trop tendance à se focaliser, parce que ça a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce plateau, mais également ailleurs, sur l'espèce de compétition qu'il y aurait notamment sur l'aile droite de la Macronie entre Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Édouard Philippe quant à la succession d'Emmanuel Macron en 2027. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe aussi une aile gauche à cette Macronie et dont les Véran, Attal, Beaune, exactement, dont Sacha Houlié à l'Assemblée. certains essayent déjà de se placer en vue de cette compétition, parce que c'est peut-être l'une des explications qui fait que on a l'impression que le pouvoir aujourd'hui, alors il n'est pas seulement en vacances parce que la période le veut, mais flotte très largement. C'est qu'en fait, il y a une sorte d'épolitisation immédiate de la parole et du poids d'Emmanuel Macron dès lors qu'il a été réélu, parce que déjà ceux qui jusqu'à présent lui étaient fidèles et qui lui devaient son poste sont déjà dans l'après Emmanuel Macron. Et donc je pense qu'à travers ce genre de proposition de loi, c'est déjà en fait de la même manière que l'on peut parler de l'activisme forcené de Gérald Darmanin en manière de communication aujourd'hui, peut-être en vue de 2017, il y a pour certains 27. À gauche, 2027, il y a déjà chez certains à gauche cette volonté d'imprimer un petit peu dans le paysage et notamment d'essayer de séduire à nouveau ces électeurs macronistes originels, on va dire. Marion Parizet, il joue l'après déjà, Sacha Houlié ? Il joue définitivement l'après. Et ça s'est joué dès le lendemain du second tour des présidentielles. Et pour une raison simple, c'est que toute la stratégie d'Emmanuel Macron a consisté finalement à constituer ce bloc central énorme qui est très divers dans ce qui le compose, pour qu'il soit ensuite resté simplement les extrêmes sur les côtés. Même si, en effet, il y a les républicains qui existent toujours entre les deux, il ne faut pas les négliger. Mais en tout cas, dans sa dialectique, dans le discours qu'il a porté, il a toujours cherché à opposer, en gros, un centre raisonnable à des extrêmes qui seraient complètement hors du champ républicain. Et donc, à partir de là, en théorie, pour pouvoir gagner sur le plan électoral, si on compte les voix, on ne peut gagner quasiment qu'au centre. Et c'est bien la difficulté. Donc aujourd'hui, se pose la question, qui au centre se positionnera, sera là pour prendre la relève derrière Emmanuel Macron, sachant que c'est là où il y a le plus de chances à ce stade de trouver le prochain président de la République, potentiellement. Donc c'est très appétissant pour un grand nombre de personnalités à l'intérieur du camp d'Emmanuel Macron. Et en effet, là, ça va être plus compliqué parce que quelle branche va gagner? Ce qui a fait la victoire d'Emmanuel Macron, c'est justement de ne pas choisir entre son aile gauche et son aile droite. Mais avant de parler du fond de cette proposition, Raphaël Steinville, on peut se demander si Sacha Houlié ne va pas s'appuyer peut-être sur une partie de ce qu'Emmanuel Macron appelle les extrêmes. La NUPES pourrait peut-être devenir l'allié de Sacha Houlié sur ce sujet et disloquer la majorité, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui ne suivrait peut-être pas le président de la Commission des lois. C'est quand même un poste très important à l'Assemblée. C'est un poste très important. Après, il faut souligner quand même que cette proposition de loi vient à contretemps absolu. Ni l'opinion ne souhaite ce genre de mesures, ni même le gouvernement. Après, ce qui est dérangeant, mais ce qui est aussi s'explique, parce que je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne, et surtout Emmanuel Macron, se jettent dans l'arène pour trancher de l'opportunité ou non de ce texte. Parce que Emmanuel Macron, depuis toujours, et c'est une constante, pratique une sorte de darwinisme politique où finalement le meilleur sur un certain nombre de sujets ou dans certaines compétitions internes. C'est le meilleur l'emporte ou plutôt le moins bon disparaît. Non mais vous voyez, c'était le cas au moment Griveaux, c'était Benjamin Griveaux face, j'ai oublié le... Cédric Villani, exactement, la mairie de Paris. Et c'est un petit peu tout le temps comme ça en permanence. Donc même dans ce match entre l'aile gauche et l'aile droite, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ait envie de trancher. Est-ce qu'il y a match tout simplement, entre l'aile gauche et l'aile droite de la Macronie, entre un Gérald Darmanin et un Sacha Houlié? C'est quand même pas le même poids, ne serait-ce que dans l'opinion publique. Oui, je pense que c'est partiellement dû à un match. Je pense que l'aile gauche de la Macronie s'inquiète de l'avenir de ce parti et notamment du fait que c'est en train de devenir un mouvement de centre-droit qui a même des positions de droite dure sur beaucoup de sujets. Et que se joue un bras de fer pour l'avenir de la ligne politique. Après, peut-être que c'est concerté et que
En haut lieu, on dit que c'est tant mieux parce que ça peut maintenir la stratégie de jeu en même temps, mais je pense que dans l'état de l'opinion française, cette stratégie ne tiendra absolument pas. Par ailleurs, je veux dire que c'est une aubaine pour les Républicains qui peuvent enfin se démarquer quand même de la majorité, puisqu'Éric Ciotti profite précisément de l'occasion pour se redémarquer et dire « Ah ben voilà, moi je suis contre ça ». Qui réexploseront sans doute au moment de leur course interne, parce qu'il y a des différences de point de vue, effectivement, entre un Éric Ciotti ou le volet plus social incarné par Aurélien Pradié, qui radicalise en fait son discours aujourd'hui, parce qu'il propose la Cour de sûreté. C'est notre prochain thème, donc merci pour la transition. La Cour de sûreté, c'est la proposition faite par Aurélien Pradié pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour lutter, si on entend bien, même si on ne connaît pas les prérogatives de cette Cour de sûreté qu'il propose, contre l'islamisme. Cela fait suite évidemment à la difficulté de Gérald Darmanin à expulser l'imam Hassan Iqiyoussen. Écoutez Aurélien Pradié, c'était ce matin chez nos confrères d'Europe 1, et on discute ensuite de cette proposition de Cour de sûreté. Aurélien Pradié. La réalité, c'est que nous avons confié à des juges qui aujourd'hui ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une Cour de sûreté de la République, dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui. Il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs. Voilà, cette proposition d'Aurélien Pradié, on va y revenir longuement pour voir ce que vous en pensez. Mais d'abord, on a interrogé Georges Fenech, notre consultant sur ces questions de justice, qui nous détaille à quoi ressemblerait cette Cour de sûreté et à quoi elle a ressemblé par le passé. Georges Fenech. Évidemment, on pense à celle qui a existé déjà. Et je rappelle que la Cour de sûreté était composée de juges militaires. C'était des militaires et non pas des juges de l'ordre judiciaire privé. Donc c'était une juridiction d'exception qu'on a effectivement abolie en même temps que la peine de mort. On est passé à un autre système. Bon, moi, l'idée que je comprends derrière la proposition d'Aurélien Pradié, c'est qu'il faut qu'on rationalise, c'est ce que je disais à l'instant, nos juridictions. On a un juge administratif, on a un juge judiciaire, on a la CADA, on a le Conseil d'État, on a la Cour d'appel, si vous voulez, c'est tellement complexe qu'on ne s'y retrouve plus. Et vous avez des recours multiples dont les délais sont différents suivant les situations. Vous avez des étrangers qui sont expulsables, d'autres qui ne le sont pas. Tout ça est très compliqué. Vous avez le droit d'asile qui est dévoyé. Donc on a réformé, il y a eu plusieurs lois sur l'immigration, les étrangers, les expulsions. Mais peut-être le temps est-il venu précisément d'avoir une juridiction peut-être unique, pourquoi pas. Alors on l'appellera comme on la voudra, mais il faut surtout que ce soit des magistrats de l'ordre judiciaire, évidemment, et qu'il y ait une procédure qui soit simplifiée au maximum, avec des délais, comme ont fait les Britanniques. Les Britanniques, il y a un guichet unique aujourd'hui. Et ça se passe très, très rapidement. Et pour certaines catégories d'étrangers rentrés en situation irrégulière, le recours contre l'expulsion ne peut se faire qu'une fois que l'étranger est expulsé. Le problème aujourd'hui de la politique, peut-être, et ses propositions choc, c'est qu'on comprend mieux quand Georges Fenech parle que quand c'est Aurélien Pradié. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand il parle de guichet unique, quand il dit qu'on a déjà réformé l'asile un certain nombre de fois, la Cour de sûreté, Aurélien Pradié nous propose quelque chose, mais il lâche un mot, il lâche... Oui, c'est ça, c'est séduisant à l'oreille. Un gadget. C'est séduisant à l'oreille de tous ceux qui veulent que les choses changent, qui sont impatients et qui n'en peuvent plus de voir que discours après discours, loi après loi, finalement, la justice est toujours impuissante à régler ces problèmes. Donc c'est un nouveau mot, une nouvelle expression, aux allures on recycle, un peu plus martiales. Alors, peut-être que ça peut être efficace. Et Georges nous explique très bien que par le passé, c'était quand même des militaires. Mais c'était des militaires, donc il faut s'entendre sur les termes. Après,
Je pense que ce n'est répondre qu'à une partie du problème. Quand bien même ce n'est plus qu'un guichet unique, que ce sont toujours des magistrats professionnels, il y a toujours quand même malgré tout des recours possibles, et notamment au niveau européen. Donc la simplification, et d'ailleurs c'est porté par Gérald Darmanin dans son texte, qui demande à ce que soient raccourcis les délais, que soit... Une nouvelle fois, parce que c'était déjà le cas dans la loi Asile-Immigration portée par Gérard Collomb en 2017. Donc on raccourcit. Mais bon... Mais bon, voilà. On est toujours au même point. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, vous avez des propositions, cours de sûreté pour lutter contre la haine, les haines et le terrorisme. On confond pas un peu tout, là, Marion Pariset ? On mélange beaucoup de choses, alors que finalement, le combat principal, si on se pose sur la question du terrorisme, au final, c'est combattre le totalitarisme islamique. Et ça veut dire de pouvoir agir sur différents aspects, sur l'aspect extérieur, vraiment de la politique, les questions des frontières, et notamment dans le cadre de l'Union européenne, être capable de garantir la sécurité aux frontières, d'avoir des moyens qui soient adaptés, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, cette politique-là n'a pas totalement aboutie et reste globalement encore très imparfaite. Et puis sur le plan intérieur, de pouvoir travailler sur les différents niveaux, de pouvoir travailler sur la question justement de l'expulsion des imams qui prêchent des messages qui sont contraires aux valeurs de la République, mais également de pouvoir aussi travailler peut-être sur le signalement des personnes qui portent ces messages sur les réseaux sociaux, de pouvoir travailler avec les GAFA. Et ça, c'est un gros sujet parce qu'aujourd'hui, ça reste des boîtes noires qui sont très, très difficiles à faire collaborer avec les États. Ils ont des pouvoirs qui sont supérieurs aux États dans une certaine mesure. Et on a vraiment besoin de pouvoir travailler sur ces deux dimensions-là pour s'attaquer au véritable problème, quand on parle du terrorisme en tout cas, qui est celui du totalitarisme islamique. Et quand on parle du terrorisme, et on a beau reprocher un certain nombre de choses à Sani Hussein, il n'est pas question de terrorisme pour cet imam. Donc on a l'impression qu'Aurélien Pradier radicalise son discours dans une course à l'échalote avec Éric Ciotti, qui sera sans doute son adversaire pour la présidence Les Républicains. On ne peut pas exclure non plus qu'il allume un contre-feu suite aux propos plus que discutables qu'il a tenus au sein de l'hémicycle. Je ne voulais pas y revenir. Mais vous avez raison. On est quand même obligé de le souligner. Vous avez raison. Ceci dit... Comment faire oublier une polémique en lançant un autre sujet avec force dans le débat. Et ça fait peu de doute aussi qu'il sera candidat à la présidence des Républicains. Et avec un adversaire comme Éric Ciotti, il faut peut-être jouer sur le même terrain, Mickaël Sadoun. Oui, non, moi ce que je voulais dire. On se souvient juste quand même, pour préciser, que Guillaume Pelletier avait été démis de ses fonctions après avoir fait exactement la même proposition par ses pairs du Parti des Républicains. Donc, soit la société, soit le parti a changé, mais en tout cas, cette proposition a l'air d'être plus acceptable aujourd'hui par la voix d'Aurélien Pradier. Vous voyez bien que les Républicains l'ont payé très cher pendant l'élection présidentielle, ce double discours permanent. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres priorités. D'abord, on pourrait se demander pourquoi avoir besoin de créer une cour de sûreté pour simplifier les procédures. On pourrait simplement simplifier la procédure pénale dans tous les cas. Ensuite, quelle est l'utilité de créer une énième institution, une énième cour, si par ailleurs on n'a pas traité la question des laissez-passer consulaires, parce qu'on peut créer une cour de sûreté, on peut même en créer 10. Mais si les États d'origine des étrangers ne les reprennent pas, ça ne sert à rien. Donc c'est une question à traiter globalement. Il y a évidemment aussi la question de l'islam. Former les policiers, former les renseignements généraux pour qu'ils puissent parler arabe, surveiller les prêches dans les mosquées qui pourraient poser problème. Avoir un traitement plus efficace de toute forme de délinquance et de criminalité. Mais pourquoi venir avec une proposition ? J'ai du respect pour Aurélien Pradier, mais franchement, je trouve que cette proposition... Il est à contre-temps ? Totalement ubuesque, à contre-temps, ce que vous voudrez. Raphaël Steinville, c'est une proposition qui restera au cœur de l'été, ne passera pas à la rentrée ? Je le crains pour lui, mais pour autant, il ne fait que souligner l'impuissance de l'État à apporter une réponse convaincante sur toutes les questions qui ont trait au sujet d'immigration. Allez, le tweet d'Aymeric Caron. Je vous le propose une nouvelle fois au débat, comme dans la première heure de l'émission, parce que... On le disait, c'est aberrant d'avoir de tels propos venant d'un député de la Nation, et d'autant plus peut-être de la part d'Aymeric Caron, qui connaît les médias, qui connaît la télévision. Il a une façon d'en parler assez curieuse. C'est un retweet, hein. Bon, il faut le préciser. BFM TV, nos confrères, chaîne française de propagande israélienne du milliardaire israélien Drahi, le patron du groupe Next Radio
qui comprend BFM TV, qui fait passer Julien Baour, alors on n'a pas la suite, mais qui fait passer un ancien journaliste de la chaîne de Patrick Drahi, I24 News, en Israël, pour un habitant de Tel Aviv, pour commenter la situation en Israël. Voilà le genre de retweet auquel on peut assister aujourd'hui de la part d'un député de la Nation. Au-delà du cas Caron, dont on va évidemment parler, il y a le cas de la France Insoumise, Marion Pariset, qui multiplie les ambiguïtés concernant Israël et la religion juive. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ? C'est une histoire... Je dis ambiguïté. Non, mais le terme est juste, hein, parce qu'on n'est pas effectivement... Il y a une tendance à l'antisionisme, qui n'est pas forcément de l'antisémitisme. Hein, il faut bien distinguer les deux choses. Mais par contre, en fait, ça s'inscrit dans une évolution d'un sentiment ou de propos antisémites qui ont pu évoluer. Ça, c'est clairement antisémite. Alors en tout cas, chaîne de propagande, ça laisse de Patrick entendre Drahi, en tout cas, ça laisse entendre toute cette dimension complotiste derrière le complot juif, donc, des images qui ne sont, qui rappellent en tout cas pas les périodes les plus glorieuses de notre histoire malheureusement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'historiquement, au début du XXe siècle, ce sentiment ces propos antisémites, ils étaient portés par l'extrême droite. Après, on a eu une autre période qui s'est développée, qui était plutôt orientée, porter un sentiment antisémite qui était porté par l'islam, par un islam radical qui était dans cette opposition et qui d'ailleurs se retrouve dans le conflit Israël-Palestine d'ailleurs très, très fortement. Et aujourd'hui, on arrive indirectement à des messages qui sont portés, ou en tout cas une tendance dans laquelle se mêle la France Insoumise dans une certaine mesure, sous couvert d'antisionisme, qui porte aussi les germes d'un antisémitisme derrière et qu'on peut retrouver à travers ce type de propos. Et c'est vrai que ça pose vraiment question sur le fond et sur la forme, sur la volonté de provoquer, sur la volonté d'être constamment dans une attitude aussi qui est... là encore complotiste. Non, mais pour tout vous dire, je ne sais même pas comment aborder le sujet depuis tout à l'heure, tellement ça me dépasse. Non, mais c'est quand même quelqu'un qui a été journaliste, qui a été journaliste dans cette chaîne quand elle a porté un autre nom il y a très longtemps, qui a été journaliste. Voilà, on connaît Aymeric Caron, il ne peut pas faire ce genre, ça nous dépasse en fait. Alors, il fait une mise au point sur Twitter qui convaincra ou pas, hein. Je lis les attaques. Mise au point 1, je condamne et combats absolument toutes les formes d'antisémitisme, ce poison. Bon. 2, je réclame un traitement politique et médiatique équilibré du conflit israélo-palestinien. Il aurait pu critiquer l'État d'Israël, les positions prises par l'État d'Israël dans le conflit qu'il oppose à la Palestine, en tout cas à Gaza. Mais qu'est-ce que vous comprenez de ce tweet ? Non, mais d'abord, je voudrais dire que je ne pense pas qu'Aymeric Caron soit un antisémite. Et moi non plus. C'est pour ça qu'on est embarrassé à la lecture de ce qu'il a pu retweeter. Je pense qu'il est très simplement pris par une vision de la gauche qui s'accorde très certainement à un électorat. Un électorat, ça a été prouvé dans plusieurs rapports, électorat de banlieue, qui marche de temps en temps avec des maires de gauche, souvent communistes, qui font beaucoup jouer la cause palestinienne pour attirer ce nouvel électorat, ce nouveau peuple dont Mélenchon parlait. Oui, la France Insoumise, plus largement, nous fait un festival de l'antisionisme récemment. Et si on faisait un tableau derrière nous, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Le tweet de Mathilde Panot, Elisabeth Borne qualifiée de rescapée, la résolution à l'Assemblée nationale. La présence de Jérémy Corbyn aux côtés de Daniel Obono et Daniel Simonet. Surtout qu'Aymeric Caron n'en est pas à son premier fait d'armes. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, en 2014, exactement, Alexandre Arcadi avait donc sorti son film sur Ilan Halimi. Et Aymeric Caron, en off, c'est une séquence qui avait été coupée à l'époque, je crois, lui aurait dit vous parlez d'Ilan Halimi, mais vous ne parlez pas des enfants palestiniens tués par l'armée israélienne. Et il ajoutait même, si vous demandiez à Mohamed Merah pourquoi il a commis cet acte, il vous expliquerait que c'est pour venger ses frères palestiniens. Bon, alors, il y a une mise sur le même plan des actions de l'armée israélienne avec l'horreur du meurtre de Mohamed Merah qui est absolument scandaleuse. Mais je pense qu'il est pris dans une vision, malheureusement, de la gauche qui projette sur tous les sujets le spectre du dominant et du dominé. Dans cette cause, malheureusement, Israël, les Juifs sont vus dans le rôle du dominant. Et pour paraphraser Alain Finkielkraut, on arrive à cette constatation, c'est que l'antisionisme parle aujourd'hui la langue immaculée de l'antiracisme.
Raphaël Steinville et Marion Pariset. Oui, encore une fois, moi je pense que aujourd'hui l'antisionisme n'est que le faux-nez de l'antisémitisme. Alors, je comprends toutes les réserves et les prudences qu'on peut avoir s'agissant d'Émeric Caron, mais s'agissant de la gauche et plus particulièrement de la France insoumise et d'un certain nombre de députés et de parlementaires communistes, puisqu'on les a vus signataires de cette résolution contre Israël, avec des termes absolument odieux. Il y a bien davantage que ça. Et cet antisionisme, en fait, nourrit un certain nombre de clins d'œil, et ça vient d'être dit, à destination d'un électorat supposément prompt à réagir à ce genre de stimuli. Alors, la vérité, c'est que la plupart ne votent pas. En tout cas, les banlieues votent peu. Mais quand elles votent, ce qui est vrai, c'est qu'elles votent massivement, notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Pour rappel, au présidentiel, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 69% du vote musulman. Et donc on voit comment le conflit israélo-palestinien s'invite, est importé dans nos débats intérieurs par ricochet, par rebond, instrumentalisé par un certain nombre de politiques de manière cynique, pour certains, pour beaucoup peut-être, mais pour d'autres de manière beaucoup plus assumée. Marion Pariset, je vous redonne la parole sur ce thème, mais ça sera juste après. Très rapide. Allez-y, parce que vous avez vraiment 30 secondes. C'est pour le dominant-dominé. Au final, on voit l'ambiguïté dans laquelle se situe le parti de Jean-Luc Mélenchon sur la question, puisque si on prend cette opposition-là, on peut voir aussi la position sur la Chine et sur Taïwan, où en l'occurrence, ils ne sont pas dans la même position. Ils ne prennent pas, pour le coup, la défense de Taïwan, qui pourrait être considérée dans ce cas-là comme le dominé. Et là, on se dit qu'il y a vraiment derrière potentiellement des enjeux électoraux. Voilà, je voudrais ajouter un petit truc quand même. C'est le problème quand quelqu'un commence. Souvent. C'est bien, c'est le principe du débat. Je suis tout à fait d'accord. Hein, les positions diplomatiques de la France sont très incohérentes. Je voudrais rebondir juste sur le sujet des médias. C'est une vision très française. On a l'impression que les patrons ont la main sur les médias. BFM est une petite partie d'Altis. Je pense que Patrick Drahi n'a rien à voir là-dedans. Par ailleurs, j'ai vu des débats parfaitement contradictoires sur BFM TV. Donc, et vous avez raison de le préciser. Restez avec nous. On se retrouve juste après la pause pour la prochaine partie de l'émission. De retour sur le plateau de CNews, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Marion Pariset, Raphaël Steinville et Michael Sadoun. On reparle dans quelques instants des commémorations du 40e anniversaire, triste anniversaire de l'attentat de la rue des Rosiers. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, s'est exprimé. On l'entendra dans quelques minutes. Mais d'abord, le journal avec Mathieu Devez. EDF réclame à l'État plus de 8 milliards d'euros. Un recours a été déposé auprès du Conseil d'État. La raison, la décision du gouvernement d'attribuer des volumes d'électricité nucléaire bon marché à ses concurrents. Une mesure destinée à limiter la hausse des factures. Désormais 18 départements placés en vigilance orange canicule. Un nouvel épisode caniculaire frappe la France, notamment le sud-ouest du pays. Cet après-midi, les températures ont atteint 36 à 38 degrés en basse et moyenne vallée du Rhône. Il s'agit de la 4e vague de chaleur qui frappe le pays cette année. Bonne nouvelle pour les vacanciers et les travailleurs du mois d'août. Les prix des carburants continuent de baisser. Le litre de gasoil a perdu 4 centimes en une semaine, passant d'1,87 € à 1,83 €. La baisse est plus timide pour l'essence, avec un samplon 95 qui perd 1 centime. Principale explication à cette baisse des tarifs à la pompe, le recul des prix du pétrole. Et puis un mort après plusieurs explosions près d'un aérodrome militaire russe en Crimée. Selon la Russie, plusieurs munitions destinées à l'aviation ont explosé dans un dépôt. Le dépôt en question n'a été la cible d'aucun tir ni bombardement. On ne connaît donc pas l'origine de ces explosions. La Crimée, une péninsule d'Ukraine annexée en 2014 par Moscou, est en première ligne de l'offensive militaire que mène la Russie contre son voisin ukrainien. Merci Mathieu et à tout à l'heure. Le 9 août 1982, un commando ouvrait le feu dans un restaurant emblématique de la rue des Rosiers. 6 morts, 22 blessés. 40 ans plus tard, toujours pas de procès, mais une enquête qui reste ouverte. Ce matin, les commémorations ont eu lieu en présence du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui s'est exprimé pour rendre hommage au nom de la nation. Écoutez Éric Dupond-Moretti. À l'heure où les discours radicaux prospèrent dans notre pays, nous devons être vigilants à la banalisation du mal. Il n'y a rien de pire qu'une âme habituée, a écrit Charles Péguy.
40 ans plus tard, un triste constat s'impose. L'antisémitisme, cette bête immonde, n'est pas morte. Elle rampe, plus ou moins masquée, dans l'obscurantisme de certains esprits, dans notre vie quotidienne, dans la rue, sur des affiches, au café du commerce, et même dans certains propos politiques. Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, certains parleraient de race juive? Voilà pour ce discours d'hommage de la nation aux victimes de l'attentat de la rue des Rosiers, mais un discours surtout très politique. Et Éric Dupond-Moretti ne nous a pas forcément habitués à ça depuis sa prise de fonction politique, justement, de ministre de la Justice. Réponse très clairement à ce qu'on disait à l'instant avant la publicité, aux propositions parfois faites par la NUPES, et en l'occurrence cette résolution comparant le régime d'Israël à un régime d'apartheid, Michael Sadoun. Est-ce que c'est un discours bienvenu de la part d'Éric Dupond-Moretti? Je ferai une analyse en demi-teinte. C'est-à-dire que d'un côté, oui, je pense qu'Éric Dupond-Moretti, il l'a montré récemment à l'Assemblée nationale, a pris la mesure de ce nouvel antisémitisme qui naissait en France, qui venait de la gauche, qui se parait des oripeaux de la défense des opprimés. Ceci dit, je sens dans son discours quand même une volonté de ne pas renoncer à une certaine vision de l'antisémitisme qui, me semble-t-il, est un peu datée. Quand il parle de radicalité en général ou de bête immonde, on sent, et surtout compte tenu des antécédents politiques de M. Dupond-Moretti, qui fait référence à l'extrême droite, antisémite, etc. Je pense que c'est une erreur d'analyse très criante. D'ailleurs, à l'époque, c'est drôle, mais un commissaire de police l'a raconté après dans un livre, à l'époque, le pouvoir socialiste avait lancé l'enquête et avait orienté l'enquête, et notamment Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, sur la piste de l'extrême droite pour exclure absolument la piste moyenne-orientale, sachant qu'on était en plein contexte de première guerre du Liban contre Israël. Je sens que 40 ans plus tard, on a un peu évolué, mais on est presque dans le même déni, et on voit le mal parfois, on veut le voir encore, là où il n'est plus tellement. Raphaël Steinville, vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors je suis absolument d'accord avec l'analyse de Michael Sadoun. Moi, c'est ce qui me dérange un petit peu d'ailleurs, enfin même beaucoup, chez Éric Dupond-Moretti, à travers cette prêche, alors très bien écrite, pleine de lyrisme et de gravité. Et pour autant, quand on l'a écouté il y a encore quelques jours au sein de l'hémicycle, répondant à une question qui lui était posée par un député LR et s'attaquant dans le même temps à la France insoumise et au Rassemblement national, on se dit qu'il y a une volonté de ne pas s'attaquer au seul antisémitisme qui aujourd'hui s'impose de manière dramatique et tragique en France, et qu'il continue à fantasmer. Alors, qu'il y a un antisémitisme d'extrême droite qui a existé, mais qui aujourd'hui relève davantage du fantasme que d'une vraie menace. Comme s'il n'avait pas la volonté absolue de s'attaquer à la racine du mal actuel, qui est cet antisémitisme qui prospère dans les banlieues, qui fait que dans certains quartiers, dans certains départements, notamment le 9-3, il n'y a quasiment plus aucun juif. Il n'arrive pas à le dire, à le matérialiser. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus dérangeant dans ce genre de prise de parole. Moi, je vais être moins dur avec vous. Je ne sais pas ce qu'on pense Marion Parisen, mais je trouve que pour la première fois, Éric Dupond-Moretti a pris les habits d'homme politique. La première fois dans un discours tel que celui-ci ce matin. Alors, il y a des choses à redire de votre point de vue, certainement, et votre position est légitime, bien sûr. Mais pour la première fois, il se trouve un adversaire politique, Éric Dupond-Moretti. On n'avait pas l'habitude de le voir dans cette situation-là, Marion Parisen. Non, tout à fait. C'est vrai qu'il trouve un habit qu'on y connaît peu et qui est d'autant plus intéressant comme positionnement, alors que justement aujourd'hui il s'oppose à Gérald Darmanin sur un certain nombre de politiques, en tout cas dans la façon dont il pourrait ou il devrait en tout cas concourir à la mise en œuvre des objectifs que fixe le gouvernement, notamment dans la lutte contre le totalitarisme islamique. Là encore une fois, la justice joue un rôle central et il était peut-être jusqu'à maintenant plutôt dans une position en effet très technique. Là, est-ce qu'il ne va pas
ne va pas à travers cela tenter de jouer aussi le match un peu plus loin sur cette thématique? Mais je rejoins sur le fond. La question est toujours la même derrière. Où se situe l'antisémitisme aujourd'hui? Où se situe-t-il? D'autant plus que nous l'avons vu après les attentats de 2015, de 2016, de 2015 surtout. Nous avions eu des synagogues qui étaient protégées. On les a protégées immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elles étaient visées. Et parce que c'était connu des services de renseignement que c'est une cible qui est favorisée, qui est choisie notamment par les terroristes. Mais aujourd'hui, c'est aussi derrière tous ceux qui laissent vivre, qui font perdurer ces messages antisémites, qui sont aussi coupables de pouvoir en fait laisser mûrir un fruit qui est bien trop présent dans la société encore. Et ensuite, il y a l'enquête qui est toujours en cours parce qu'il y a ce discours très politique d'Éric Dupond-Moretti, mais il y a toujours cette enquête et cette absence de procès qui peut choquer, évidemment, toutes les parties concernées, mais tous les Français plus généralement. Est-ce qu'il faut, dans ses prérogatives, qu'Éric Dupond-Moretti puisse essayer, en tout cas, toujours et encore, de faire revenir ces suspects? Certains ne veulent même pas les appeler suspects, qui se situent à l'étranger, Michael Sadoun, essayer tant bien que mal de les faire revenir en France pour qu'il y ait enfin ce procès. Je crois beaucoup au volontarisme politique, en effet. Emmanuel Macron a rencontré Mahmoud Abbas récemment et on peut se demander si, suite au discours de Pithiviers qu'il a prononcé, qui était un très beau discours d'ailleurs, s'il a évoqué ce thème en voulant expatrier les derniers suspects qui se trouvent en Jordanie et dans les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne. 3 suspects. 2 en Jordanie, 1 en Palestine. Voilà, exactement. Apparemment, ça semble compliqué. Cette expatriation semble compliquée, mais il faut que procès se fasse, ne serait-ce que pour rendre justice aux familles des victimes et qu'elles puissent, en vertu de la loi de 1986, bénéficier du statut de famille de victime qui permet au moins d'avoir accès à un fonds de garantie et un certain nombre de droits, à obtenir une certaine forme de réparation. Je pense que ce serait déjà un début. Après, quant à l'expatriation, il faudrait voir ce qu'Emmanuel Macron a dit à Mahmoud Abbas, ce qu'il compte faire par la suite, mais ça me semble assez compliqué pour le moment. À voir. Après ce discours, 40 ans après, ça peut être une mission pour Éric Dupond-Moretti? Oui, c'est une mission pour Éric Dupond-Moretti et plus le temps passe, plus la tenue de ce procès qui est à la fois nécessaire devient de plus en plus, je dirais, périlleuse. Je crois que le seul suspect détenu en France aujourd'hui, qui a été extradé de Norvège, aujourd'hui lui-même 40 ans après les faits, je crois qu'il a 63 ans, sans montrer des signes de faiblesse physique, mentale. Donc comment aborder un Son procès... extradition avait été vécue comme une première victoire. Oui, non, bien sûr, et c'est très bien, il faut s'en réjouir. Mais comment aborder sereinement un procès si aujourd'hui les principaux suspects ne sont même plus en mesure de s'exprimer à la barre? C'est vraiment délicat et le temps joue contre les victimes, malheureusement. Allez, on change de sujet et on va revenir sur ce qui s'est passé à Pontoise, ce drame qui s'est joué dans cette ville d'Île-de-France avec ces rodéos urbains, ce fléau. On avait la porte-parole de la police nationale qui essayait tant bien que mal tout à l'heure de nous dire comment lutter contre les rodéos urbains. On sait que c'est pas facile et il y a cette technique utilisée en Royaume-Uni, en Angleterre, qui consiste à aller au contact. Est-ce que c'est une solution? On lui a posé la question tout à l'heure à la porte-parole de la police nationale, Sonia Filbleuil. Elle ne semble pas y croire, contrairement à certaines pressions de la classe politique qui poussent le gouvernement à légiférer sur cette pratique. Écoutez-la. Ce n'est pas ce qu'a choisi la police nationale française. On ne joue pas aux autotamponneuses puisque nous sommes professionnels et nous agissons avec des enquêtes de terrain qui sont extrêmement fouillées de manière à ce que les faits ne soient pas contestables. Et non seulement pour que les faits ne soient pas contestables, mais aussi parce que, et avant tout, la sécurité des policiers est notre première des priorités. Ces images sont certes sans doute très spectaculaires et font des images qui sont extrêmement choquantes, visibles.
Mais quoi qu'il en soit, la sécurité des policiers est notre priorité. Non seulement des policiers, la sécurité juridique aussi des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre action est passée au crible juridique, judiciaire et aussi des attentes sociétales et médiatiques. Donc nous sommes extrêmement vigilants à celle-ci. Et puis, évidemment, la sécurité des tiers qui utilisent la voie publique, tout simplement, et puis des auteurs, évidemment, qui sont responsables également. La police nationale n'est pas là pour jouer aux auto-tamponneuses, nous dit la porte-parole de la police nationale. Une position qui peut se comprendre, Raphaël Steinville. Oui, elle se défend en disant que les enquêtes que la police poursuit sont étayées, tout ça, mais là où c'est un petit peu dérangeant malgré tout, c'est que lorsqu'il y a des rodéos et qu'ils sont pris en flagrant délit, l'enquête n'a pas besoin d'établir que les auteurs de faits sont bien ceux qui sont... J'ai essayé de comprendre tout à l'heure, quand on lui posait la question, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un flagrant délit ? Elle ne répond pas. Eh ben oui. Alors d'abord, elle ne répond pas parce que les doctrines varient en fonction des préfectures. Après, quant à l'efficacité de cette méthode du tamponnage, je crois qu'à Londres, ça avait été appliqué pour essayer de réduire les vols à l'arraché depuis des scooters. Et en quelques mois, ils ont obtenu des résultats puisque moins 18% de vols par scooter ont été commis. Donc il y a une efficacité. Après, je pense que la question, au-delà, et elle est importante malgré tout, il ne faut pas la minimiser, de la responsabilité des policiers qui est engagée et qui ne manqueront pas d'être poursuivis comme tout le monde peut s'en douter compte tenu de la réglementation aujourd'hui. Il y a la question du politique. C'est-à-dire que est-ce que les politiques sont prêts à assumer de s'en prendre à ces voyous. Aujourd'hui, il semble avoir fait le choix inverse, qui est plutôt de laisser faire, au risque que des victimes nouvelles se fassent jour une fois de plus. Y compris des enfants, on le rappelle. Parce ce qui s'est vous passé avez à évoqué Pontoise. Ça s'est passé également en Gironde dimanche, où il y a eu également 2 enfants qui ont été blessés, dont l'un en état extrêmement grave. Alors, en Gironde, je crois que c'était justement des adolescents qui pratiquaient le rodéo, et pas des enfants renversés comme ça s'est passé à Pontoise, malheureusement. Marion Pariset, aller au contact, ça se passe en Angleterre. Est-ce qu'en France, c'est imaginable ? Parce que, comme l'a rappelé Raphaël Steinville et la porte-parole de la police nationale, juridiquement, ça paraît intenable. Et voilà, la difficulté, c'est que c'est imaginable. Vous êtes spécialiste en politique publique, vous allez me dire, en fait, en France... Si on s'en donne les moyens. Ouais. Et les moyens, c'est d'abord, d'une part, pour assurer la sécurité physique des policiers, c'est la question de la formation. Et d'autre part, la sécurité, elle l'a dit, juridique, c'est peut-être d'aller vers quelque chose de plus fort en termes de protection des policiers. Et ça dépasse largement le cas simplement de cette pratique-là. Oui. C'est simplement d'assurer qu'ils aient... mieux gain de cause en cas de légitime défense. Aujourd'hui, il faudrait renverser en fait la preuve de la charge. Il faudrait que ce soit finalement à ceux qui portent plainte contre des policiers de prouver qu'ils sont en tort et pas aux policiers de prouver qu'aujourd'hui ils sont en légitime défense. Parce que sinon, on met en effet sous le couperet les policiers qui ont déjà une fonction très lourde, qui est au quotidien difficile à assumer. On voit ces images, on se souvient des Dalton, comme on les appelle, devant les fenêtres du maire de Lyon. Oui. Imaginez que des policiers interviennent comme ça se passe en Angleterre, c'est-à-dire aller tamponner ces scooters, ces motos. Directement, ils seraient mis en cause. Oui. Là, sur ces images, on n'imagine pas en France, regardez ces images, on n'imagine pas en France un policier aller renverser cette moto. C'est la façon dont on fonctionne aujourd'hui, et c'est bien ça la difficulté, c'est que pour pouvoir lutter contre ce type de phénomène, il faut que faire un rodéo urbain ait un coût pour ceux qui les font. Il y a déjà des sanctions qui sont prévues, mais aujourd'hui, elles ne sont quasiment pas appliquées. Il y a très peu de personnes qui ont été condamnées à la hauteur de ce qui est prévu par la loi de 1 an, 2 ans, 3 ans d'emprisonnement selon les conditions dans lesquelles ces rodéos urbains se tiennent. Donc il y a déjà des sanctions qui ne sont quasiment pas appliquées. Et même de manière générale, on a du mal à vous... Là, si on prévoyait cette action-là, ce serait directement un coût, ce serait une menace. Ce serait plus aussi évident de se dire, bon, je fais un rodéo urbain, ça n'a pas de conséquences sur ma vie
vie. Peut-être qu'un jour, je passerai 5 minutes dans un tribunal devant un juge qui n'aura pas le temps de traiter mon dossier, et puis je repartirai chez moi et personne ne m'embêtera plus. C'est bien ça tout le problème, au fond. Quand vous Donc, savez on a que d'un quand côté- vous êtes mal garé parfois à Paris, vous prenez 100 € en 3 jours parce que Exactement. vous n'avez pas respecté le stationnement. Et on peut faire du rodéo urbain sans rien Tout à fait. craindre en retour. Michael Sadoun, c'est quand même Alors, c'est évidemment pas anecdotique, les rodéos urbains, mais il y a très peu de Français qui font du rodéo urbain comme on vient de le voir sous les fenêtres de la mairie de Lyon. Ça tourne parfois au drame, comme on l'a vu à Pontoise. Mais quelle réponse faut-il y apporter ? Gérald Darmanin parle de 10 000 contrôles au mois d'août. Est-ce que les contrôles suffisent, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure avec la porte-parole de la police nationale? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au flagrant délit? Simplement, on ne peut pas. Moi, j'entendais le discours de cette policière qui disait on ne doit pas jouer aux autotamponneuses. La première chose à dire, c'est que si on autorisait ce genre d'action, il faudrait évidemment former les policiers en amont avec tout un tas de formations, de fiches réflexes, etc. Par ailleurs, sans les tamponner, on peut au moins intensifier les courses-poursuites, ce qui n'est pas du tout toujours fait. Il y a 78% aujourd'hui des Français qui sont favorables à ces courses-poursuites. Je pense qu'à minima, et ce qui était demandé par un syndicat de police récemment, il faudrait la confiscation, ce qui a déjà été acté par une des circulaires qui a fait suite à la loi de 2018. Mais en plus, il faudrait peut-être la destruction des véhicules. Ça, ce serait certainement très dissuasif pour les auteurs de courses-poursuites. Vous croyez ? Ce syndicat de policiers avait l'air de me dire... Si on détruit un véhicule qui est la plupart du temps volé, on va reprendre un autre véhicule. Il n'est pas toujours volé. Ah bon ? Il est souvent prêté, mais on le fait passer pour un véhicule volé justement pour éviter qu'on le confisque trop longtemps. C'est assez compliqué comme problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut intensifier la lutte contre ce problème. Ça passe, à mon avis, principalement par de la volonté politique plutôt que par des lois. Les circulaires de 2020 et de 2021 ont largement amélioré la situation en la matière, je crois. Est-ce qu'on peut quelque part se féliciter de ne pas utiliser cette solution anglaise, parce que ça pourrait aussi amener à des drames si un policier venait à percuter un gamin qui fait une erreur, une bêtise, à aller faire ce genre de rodéo urbain. Mais on pourrait aussi risquer la vie d'enfants, d'adolescents. Vous parliez de la Gironde, effectivement, ce sont des adolescents qui faisaient du rodéo urbain sur voie fermée, mais malheureusement, ils n'ont pas eu besoin des policiers pour avoir un accident dramatique. Est-ce qu'on peut se féliciter peut-être aussi de ne pas prendre ce genre de solution ? C'est des choix cornéliens, tragiques, ce qu'on voudra. Il n'y a pas de bonne solution dans l'absolu. On joue avec, évidemment, la vie des gens. Mais personnellement, je considère qu'il faut peut-être moins avoir peur de l'accident avec celui qui est en train de commettre un délit que de l'accident d'une petite fille innocente. Alors après, évidemment, c'est toujours très compliqué, mais il me semble même qu'en Angleterre, ça a fait baisser, vous donniez le chiffre de 18%. C'était dissuasif. Je crois même que c'était... Moi, j'ai vu le chiffre de 40% Oui, des baisses En quelques mois, c'était vrai. Après, peut-être Ouais. que sur l'année écoulée, mais ce que j'ai lu dans le Figaro aujourd'hui, ils évoquaient vraiment ça sur quelques mois. Moi, j'aimerais revenir quand même sur la communication, encore une fois, de Gérald Darmanin. Parce que lorsqu'il annonce 10 000 actions... On a du mal à comprendre ce chiffre. Non, mais le chiffre est très impressionnant, mais pour qu'il y ait 10 000 contrôles. 10 000 contrôles, il faut qu'il y ait des rodéos qui se produisent. Il pourrait y en avoir moins. Donc, quitte à se retrouver finalement à devoir, quelques mois plus tard, dire qu'en fait, il y en a eu En que réalité, 5 si 000. on comprend bien, il n'attend pas le rodéo. On contrôle des motos, des scooters, et C'est un assez contrôle. curieux. Et après, c'est là où je pense de la communication et souvent l'utilisation de ces chiffres à tout va par le ministre de l'Intérieur empêche de penser la réalité. C'est que hier à Marseille, je crois, il annonçait que s'agissant des rodéos urbains, sur l'année précédente, il y avait eu 1200 interpellations. Alors on se dit, waouh, génial, machin, mais combien sont allés au bout de la procédure pénale? Combien ont été condamnés à 1 jusqu'à 5 ans de prison? La réalité, c'est que probablement très très peu, comme semble le dire un certain nombre de personnes qui suivent ce genre de dossier. C'est là où il y a un hiatus entre l'action policière et l'action judiciaire. Et encore une fois, on en revient à ce binôme au sein du gouvernement. Et on aimerait qu'il soit vraiment dans la même barque et qu'il rame dans le même sens. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Marion Pariset, au sujet d'Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. En attendant, un homme de 18 ans a été mis en examen et placé en détention après avoir reconnu qu'il était l'auteur de ce rodéo qui a grièvement blessé deux enfants dans la ville de Pontoise. Un reportage à vous proposer avant de marquer une pause, reportage CNews à Compiègne. C'est dans l'Oise, signé Clémence Barbier et Sacha Robin, qui ont suivi un équipage de police dans cette ville qui fait face à une délinquance et notamment
dû au trafic de stupéfiants. Un commissariat de la ville a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi. Encore un commissariat cet été, à coups de mortier d'artifice. Et selon la police sur place, c'est en raison du harcèlement que pratiquent les policiers contre les délinquants qui trafiquent des stupéfiants. Reportage sur place, Clémence Barbier, Sacha Robin. Opération surveillance du quartier du Clos des Roses, situé à côté du commissariat de Compiègne. C'est quoi le but exactement là, de cette soirée? Vous montrer un petit peu notre force. Voilà, dire ce qui s'est passé hier soir, c'est pas acceptable. 24 heures après les attaques contre le commissariat, les contrôles se multiplient dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. On va faire un petit tour dans le hall. Chaque recoin de l'immeuble est scruté. Cette nuit-là, plusieurs sachets de drogue sont saisis. C'est quoi exactement? C'est quoi? Je pense que c'est de l'héros, ça. Non, c'est de la bœuf. Ouais. C'est quoi son pistolet? Autour des immeubles, les policiers tombent aussi sur une arme de poing. H. En 2 ans, 94 épisodes de violences urbaines ont été recensés à Compiègne, dont 90 au Clos des Roses. Face à la situation, les habitants sont désabusés. Montrer à la population qu'ils ne sont pas abandonnés et qu'ils continuent à faire le boulot, quoi. 3 auteurs des violences de dimanche soir ont été interpellés et placés en garde à vue. Alors 2 questions à vous poser sur ce thème et après ce reportage. Merci à Sacha et Clémence de l'avoir réalisé aux côtés des policiers à Compiègne. Est-ce que la stratégie employée par le gouvernement est bonne, c'est-à-dire de harceler les trafiquants de drogue, ou finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que ces commissariats en fait sont attaqués par ces trafiquants qui prennent finalement la police pour une bande rivale? Alors justement, c'est bien ça tout le problème, c'est qu'aujourd'hui l'autorité est entièrement contestée, que ce soit l'autorité de la police, mais également tous les représentants, non seulement aujourd'hui de l'État, mais simplement de la société organisée. On pense aux médecins, on pense aux pompiers, on pense à la protection civile, à tout, et aux élus également. Donc on a vraiment une volonté en fait d'une société qui veut vivre à part, qui veut vivre avec ses règles propres. Donc en effet, c'est normal et c'est la bon chemin de continuer à harceler. Mais ça ne peut pas, aujourd'hui, on voit bien que ça a ses limites, notamment du fait du cadre juridique, du cadre juridique et des charges administratives aussi qui pèsent sur la police, qui sont très lourdes. Et parfois, on a des policiers qui se retrouvent à devoir gérer des aspects de la vie du commissariat qui, finalement, s'éloignent largement de leur mission première et qui, peut-être, leur prennent trop de temps par rapport à là où on devrait les avoir sur le terrain, au plus près des difficultés. Mais la question du trafic de drogue, en plus, parce c'est la question qui finance aussi tous ces groupes et qui permet à cette société alternative de continuer à vivre, elle doit se jouer aussi à l'international, elle doit se jouer en protégeant les frontières, en ayant un véritable travail à ce niveau-là qui soit renforcé. Et c'est pour ça que l'Union européenne est aussi importante. Et en partenariat avec les pays par lesquels aussi transitent notamment ces trafics-là. On pense au Maroc, on pense à d'autres pays qui sont des plaques tournantes qu'on connaît et avec lesquelles il faut travailler. Il faut renforcer aussi la façon dont eux prennent en charge en amont la lutte contre ces trafics. Mickaël Sadoun. Oui, le gouvernement a raison de lutter, de harceler, comme on dit, les dealers. On voit bien d'ailleurs ce genre d'épisode montre comme la paix sociale en fait est achetée dans ce genre de quartier et comme dès qu'il y a un volontarisme politique, ça déclenche nécessairement des heurts, etc. Gérald Darmanin a envoyé quelques policiers à Marseille aussi récemment pour lutter contre le trafic de drogue. Je pense qu'on aura des heurts semblables là-bas. Mais la question qui n'est vraiment pas résolue, la mairie de Compiègne peut demander autant de policiers nationaux qu'il veut, mais que deviendront les gens interpellés et que va faire la justice de ces personnes ? On a l'impression quand même d'un problème qui n'est pas encore résolu et qui donne lieu à différentes propositions, comme celle d'Éric Ciotti qui, pendant l'élection présidentielle, disait « tu touches à un uniforme de la République, le soir même tu dors en prison ». C'est une proposition qui n'est peut-être pas très rigoureuse juridiquement, mais qui répond quand même à une exigence des Français, un besoin politique dont on a l'impression qu'il n'est pas traité. Voilà, il y a une demande d'autorité, de respect des forces de l'ordre.
Et actuellement, elle n'est pas encore faite appliquer. On a l'impression quand même d'une prise de conscience progressive et tout à fait salutaire, mais il faut qu'elle s'accélère. Je vous signale d'ailleurs que d'après le Figaro, on en reparlera peut-être tout à l'heure, Gérald Darmanin s'oppose fermement, je cite notre confrère du Figaro, qui s'oppose fermement à la proposition de loi constitutionnelle de Sacha Houlié d'accorder le droit de vote aux étrangers aux élections municipales. On y reviendra certainement dans la dernière partie de l'émission, mais en tout cas, Gérald Darmanin est omniprésent et sur le feu de l'action en cet été particulièrement tendu pour lui, Raphaël Steinville. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je réagisse sur la réaction de Gérald Darmanin, parce que finalement, il est partout. Parce qu'on parle du harcèlement, c'est son mot, c'est sa stratégie. Là, il sera demain dans l'Aveyron sur la sécheresse. Mais c'est vrai il est partout. On a vraiment l'impression, et c'est de plus en plus criant, qu'il essaye de caler ses pas dans ceux de Nicolas Sarkozy qui, quand il ne créait pas l'actualité, il n'avait pas tué le job finalement, ne se laissait jamais déborder par les événements, était toujours présent. Et encore une fois, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais le drame de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a beaucoup fait, beaucoup agi, beaucoup promis, mais que c'est les espoirs qu'il a pu faire naître par sa communication outrancière ont été aussi déçus. Certes, il a été élu en 2007, mais en 2012, les Français, et pas seulement ceux qui à gauche s'opposaient à lui, mais beaucoup de ceux qui à droite et même au Front National à l'époque s'étaient rangés massivement derrière Nicolas Sarkozy. Il faut se souvenir qu'en 2007, Jean-Marie Le Pen ne faisait plus que 10%. Il a déçu ses Français et on a vu à quel point il a été sèchement battu. Allez, on marque une pause et on se retrouve tout de suite pour évoquer cette fin de non-recevoir de Gérald Darmanin à Sacha Houlié concernant la proposition de loi faite par le président de la Commission des lois de donner la possibilité aux étrangers hors Union européenne de voter aux élections municipales. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite sur CNews. De retour sur CNews, merci à vous si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 20h dans Punchline avec Marion Pariset, Mickaël Sadoun et Raphaël Steinville. Le point sur l'info avec Mathieu Devez et on se retrouve tout de suite. Taïwan accuse la Chine de préparer une invasion. L'armée de Taïwan a mené un exercice d'artillerie à balles réelles, simulant la défense de l'île contre une invasion chinoise. Selon Taïwan, Pékin utilise des exercices aériens et maritimes encerclant l'île pour préparer une invasion. La justice marocaine a rendu un avis favorable à l'extradition de Sébastien Raoult vers les États-Unis. Ce jeune Français de 21 ans, arrêté fin mai à Rabat alors qu'il était en vacances et soupçonné de cyberpiraterie contre des grandes entreprises comme Microsoft par exemple. Sébastien Raoult est incarcéré depuis 2 mois au Maroc. S'il est extradé vers les États-Unis puis déclaré coupable, il risque 116 ans de prison. Une opération sera bientôt tentée pour sauver le beluga coincé dans la Seine. L'extraction devrait débuter à 20h et le transport du cétacé doit être réalisé par camion pour l'amener vers la mer. Une opération conséquente, elle va mobiliser 80 personnes pour sauver le cétacé qui mesure 4 mètres et pèse 800 kg. Le beluga est une espèce protégée qui vit principalement au Canada et dans les eaux arctiques. Et on suivra cette opération tout à l'heure, cette opération de sauvetage de ce beluga coincé dans la Seine. Gérald Darmanin qui fait savoir, j'ai l'impression, toute la presse, je reçois des alertes s'il veut nous confirmer l'info, le ministre de l'Intérieur. Non, mais en tout cas, c'est impressionnant la rapidité avec laquelle il réagit. C'est-à-dire qu'on a un tweet d'Éric Ciotti tout à l'heure qui nous alerte finalement sur cette proposition de loi que personne n'avait vue de Sacha Houlié, président de la Commission des lois de la République En Marche, sur le vote des étrangers. Éric Ciotti, je ne laisserai pas faire. Gérald Darmanin non plus, qui intervient immédiatement et qui fait savoir à toute la presse qu'il est en total désaccord et qu'il s'oppose fermement à cette proposition de loi constitutionnelle de Sacha Houlié. Raphaël Steinville, Gérald Darmanin montre clairement les muscles, y compris dans son camp. L'autre fois, on a parlé de 2027, mais... Ce qui serait intéressant, c'est si Gérald Darmanin demandait à Elisabeth Borne ou à Emmanuel Macron de rappeler ses troupes à un peu plus de raison. Ce qui est sûr, c'est que Sacha Houlié a fait ça dans le dos de tout le monde, sans consulter son groupe parlementaire, sans consulter le gouvernement, sans consulter l'Élysée. Au risque de semer la pagaille dans le camp de la majorité. Et donc, lui qui est en charge des questions intérieures, découvrant ce projet de loi et réagissant immédiatement, il serait peut-être bon qu'il reçoive le soutien d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron sur ce genre de questions.
encore une fois, on l'a dit au début, c'est peu probable, ou en tout cas, jusqu'à présent, le président et la A priori, première ça a été ministre tranché, cette question, pendant la campagne présidentielle. Emmanuel Macron a Elle dû n'a dire... pas été évoquée, mais on en revient toujours à la même chose. Cette question n'est pas prioritaire. Il y a déjà tellement de sujets d'importance. Un débat à l'Assemblée... Ça, c'est un bon argument, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Les Français, pendant la campagne présidentielle, n'ont pas dit priorité des Français, droit de vote des étrangers aux élections Et municipales. François Hollande, avec la majorité dont il disposait, alors même qu'il s'était engagé à faire voter le droit de vote pour les étrangers aux municipales, n'y était pas allé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une proposition, C'était un drapeau, c'était une un promesse parmi les 77, je ne sais plus combien il y en avait de François Hollande, mais c'est pas là-dessus que ses électeurs sont allés voter pour lui. Est-ce qu'il se trompe, Sacha Ollier, Marion Pariset, parce que il joue sa partition, il veut incarner cette aile gauche, il veut faire vivre aussi sans doute les députés Renaissance en disant nous ne sommes plus la chambre d'enregistrement du président de la République, mais d'un autre côté il va fracturer automatiquement cette majorité, qui est déjà relative. Il risque de se faire recadrer, hein, je crains. Si c'est pas publiquement, au moins Bon, là c'est déjà un recadrage en fait quelque part. Oui, déjà recadré par Darmanin, mais ça, par Darmanin, c'est logique d'ailleurs parce que le ministre de l'Intérieur, on parle beaucoup de sécurité, mais c'est aussi celui qui a en charge les élections. Donc, de facto, il est directement concerné par ce sujet. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est tout à fait légitime qu'il s'exprime. Mais en effet, et ça sera intéressant de voir comment réagissent éventuellement Elisabeth Borne et le président. Non, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le tempo est déjà très, très mal choisi, hein, parce qu'on parle d'expulser un imam qui a refusé d'avoir la nationalité française à l'âge de 18 ans. Et ça recueille 90% 91% d'opinions favorables. Oui, si on extrapole, il aurait pu être élu. Et voilà, exactement. Mais c'est terrible. Mais si on prend une ville, typiquement, où il y aurait une forte population musulmane et où il aurait prêché depuis très longtemps, ça aurait été potentiellement... Parce qu'il y a le droit de vote et il y a l'éligibilité aussi. Voilà. Alors, il précise quand même dans sa proposition de loi, pas au poste de maire, pas au poste d'adjoint, et pas pour désigner les sénateurs. Voilà, c'est mais très clair. Ça reste un conseiller municipal qui a une voix au débat, qui compte dans le vote des budgets, etc. Donc ça pose vraiment question sur le tempo. Je trouve que c'est assez bizarrement choisi, pour être honnête. Et du côté de la réaction de Gérald Darmanin, ça montre bien à quel point il a envie de se positionner et de montrer, d'incarner finalement ce volet sécuritaire sur lequel Emmanuel Macron a fait défaut lors de son précédent quinquennat. Il a su attirer l'aile droite à travers les questions économiques et il a globalement réussi à aspirer une partie de la droite grâce à ça. Et aujourd'hui, on pourrait penser que Gérald Darmanin tente de faire la même chose sur le volet sécuritaire pour essayer d'absorber ce qui reste encore de la droite dans le clan macroniste. Et c'est là où il va tenter en plus derrière de se positionner sur ce créneau-là qui lui permet d'avoir potentiellement un boulevard pour la suite. Oui, en fait, Sacha Ollier, Michael Sadoun offre un boulevard et une opportunité rêvée à Gérald Darmanin avec cette proposition. Il lui permet d'incarner cette ligne autoritaire, régalienne, forte. Certainement. Je pense que c'est surtout... ça va finir par représenter une difficulté pour Emmanuel Macron parce qu'on peine à voir l'utilité d'avoir une majorité au Parlement quand elle est aussi fracturée. Il y a vraiment un bras de fer qui devient permanent. Et vraiment, on a le sentiment que en même temps est en train de s'intensifier, de s'extrémiser, entre guillemets, et que Gérald Darmanin, on a le sentiment qu'il est beaucoup plus proche du Rassemblement national, si ce n'est des LR, évidemment, que de Sacha Ollier. Donc ça va finir par poser un problème parce qu'à force le Rassemblement national, je ne sais pas, en tout cas sur les questions économiques, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment d'accord. Marine Le Pen, il l'a trouvé un peu molle. Un peu molle, oui. C'est vrai qu'il a dit ça après une émission de télévision à laquelle participe Marine Le Pen. Non, même sur les questions économiques, regardez sur les questions économiques, pouvoir d'achat. Je ne suis pas sûr. On va parler d'ailleurs du pouvoir d'achat dans quelques secondes. Marine Le Pen a dit qu'elle voterait beaucoup de paquets de lois. Oui, alors elle trouve que c'est insuffisant, mais elle vote. Bon, c'est toujours en ce moment très difficile à comprendre parce qu'on est un peu à front renversé par rapport aux habitudes de commentaires qu'on peut faire depuis plusieurs années. C'est vrai que la nouvelle Assemblée nationale rebat totalement les cartes. Quand on voit le Rassemblement national voter des textes du gouvernement et que Gérald Darmanin effectivement dit que Marine Le Pen est un peu molle, bon ça c'était par le passé, mais bon c'est vrai qu'on a du mal à suivre. Le pouvoir d'achat, parce que c'est important quand même d'en parler, les vacanciers commencent à avoir une addition un peu salée, en tout cas c'est ce qu'ils ont confié à Mickaël Chailloux qui les a interrogés en Bretagne, au Pouliguen, en Loire-Atlantique très précisément. Le pouvoir d'achat, toujours première préoccupation des Français. Écoutez ce qu'ils nous disent.
Nous, on est de la région nantaise et on constate régulièrement qu'il y a des hausses de prix, notamment quand on va juste au resto, qu'on est 4, c'est plus du tout les mêmes tarifs qu'il y a 2 ou 3 ans auparavant. Je ne me prive pas plus parce que je ne suis pas quelqu'un qui fréquente les restaurants régulièrement, donc voilà, mais je constate quand même, quand je vois l'affichage des prix, que voilà, c'est quand même un peu plus élevé. Dès qu'arrive la saison estivale, nous on est quand même des habitués de la région puisqu'on habite Nantes et on vient très très régulièrement par ici. Et on trouve quand même que quand la région estivale arrive, les prix montent avec. Je me suis fait reprendre à ma gauche, évidemment ce n'est pas la Bretagne, la Loire-Atlantique, mais Michael Chailloux est notre correspondant en Bretagne. Alors j'ai déduit qu'il était en Bretagne, mais non, il s'est échappé en Loire-Atlantique. Il a aussi interrogé le représentant de l'UMI Loire-Atlantique, un restaurateur. Et pour lui aussi, l'inflation, ça semble être un peu plus problématique encore qu'il y a quelques semaines. Écoutez-le. On est obligé à un moment, on est une entreprise, pour l'instant on est pris en étau entre des clients qui ont un pouvoir d'achat compliqué et puis de l'autre côté il y a des charges qui explosent. On parle des coûts matières, en effet elles ont pris 12, 15 voire 17% de plus, mais pas que. L'énergie a aussi augmenté, la masse salariale augmente aussi par rapport à 2 critères qui sont notamment au mois d'avril, la convention collective qui a fait augmenter les minima de salaire de 16%. La pénurie de collaborateurs qui fait qu'aujourd'hui les salaires augmentent naturellement, c'est l'offre et la demande. Donc l'exercice est compliqué, on est vraiment pris en étau et il faut trouver des options. Quand les coûts matières augmentent autant, voilà, sur un menu, on va essayer de trouver un coût matière moins cher. On va éviter certains produits comme les entrecôtes, comme le saumon qui sont inabordables. Les produits frais, je pense aux poissons notamment, sont compliqués à avoir déjà en termes de volume, mais en termes de prix. Donc les options, on va essayer d'éviter, mais franchement, je me mets à la place de mes collègues. Il y en a d'autres qui n'auront pas le choix, on sera obligé d'augmenter. Il faudra aussi que nos clients l'acceptent. Ça ne sera pas de gaieté de cœur, mais c'est vital pour que tout le monde puisse vivre de son travail aujourd'hui. Toute la chaîne de ces établissements, tous les collaborateurs qui travaillent dans les établissements puissent vivre de leur travail sereinement. Et il va falloir qu'on se donne et que la solidarité soit là entre les clients et nos amis hôteliers, restaurateurs, bars qui sont notamment en saison. Tout ça pour ça, en fait, le débat à l'Assemblée nationale de plusieurs jours sur le pouvoir d'achat, ces milliards d'euros débloqués, en fait, ça n'a pas réellement changé la situation des professionnels et des consommateurs. À court terme, il faut le temps que ce soit mis en œuvre. De facto, ce type de pourtant, loi, c'était un projet de loi d'urgence pour régler les choses dans l'immédiat. On est encore dans la volonté politique, en fait. Le temps que les processus, les mécanismes administratifs soient mis en place, etc., ça fait nécessairement un décalage. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que dans les sondages, l'opinion favorable vis-à-vis d'Emmanuel Macron a un peu grimpé, ce qui pourrait être lié justement au fait qu'il y ait quand même cette volonté affichée du gouvernement, en tout cas, de s'attaquer à ce problème, même si dans l'immédiat, les effets ne sont pas encore ressentis. Et c'est là que le bas va finir par blesser, potentiellement. Est-ce que, surtout arrivant à la période sensible de la rentrée, où les coûts sont plus élevés pour les familles, arrivant à l'hiver, où on a d'une part les impôts qui tombent pour une partie, on a les cadeaux de Noël, on a un certain nombre de dépenses supplémentaires qui sont à assumer, ça va être la période difficile pour les Français, elle va venir dans quelques mois. Donc les mécanismes doivent être mis en place rapidement si on ne veut pas qu'en effet les Français en payent tout le prix. Ne vous projetez pas déjà dans les cadeaux de Noël, s'il vous plaît. On n'a même pas fini la 4e période de canicule. On va pas penser aux cadeaux de Noël tout de suite. Raphaël Steinville, on était tout à l'heure avec Benjamin Cauchy, qui avant un parcours politique un peu compliqué avait été l'un des instigateurs du mouvement des Gilets jaunes et qui nous disait que le début de la crise des Gilets jaunes, à cause de la taxe carbone, c'était un prix du carburant à 1,48 €. Aujourd'hui, on se félicite, on l'a vu tout à l'heure dans le journal de Mathieu Devez, que le prix du carburant tombe aux alentours d'1,80 €. Est-ce qu'il faut craindre en septembre, pas de nouveaux gilets jaunes, mais un mouvement social d'ampleur ? Oui, c'est une crainte pour beaucoup parce que aujourd'hui l'inflation elle touche tout le monde, mais ceux qui bénéficieront de ces chèques énergie sont beaucoup moins nombreux et finalement presque. Alors je ne sais plus combien de personnes ça représente sur l'ensemble des Français, mais c'est les Français les plus modestes qui bénéficieront de ce genre d'aide. Les autres, et notamment les classes moyennes, seront les grands oubliés.
Et on sait que les Gilets jaunes, l'une des populations sociologiques qui constituait le cœur des Gilets jaunes, c'était cette France du travail, cette France moyenne. Benjamin Cauchy nous disait tout à l'heure que c'était un problème de mobilité avant tout. Mobilité, travail, domicile. C'était pas forcément seulement le prix de l'essence, c'est qu'on n'arrivait plus à se retrouver dans un quotidien efficace, efficient, quand on allait de chez soi au travail, et que le prix de l'essence a finalement fait exploser cette gronde, la goutte d'eau. Ouais, c'était la goutte d'eau, c'est comme ça que c'était perçu. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de réentendre Cauchy, parce que il fait partie des historiques et non pas de ce qu'est devenu le mouvement qui, à mesure que les manifestations perduraient, est devenu de plus en plus un mouvement d'extrême gauche, cornaqué par des organisations violentes, alors qu'au début, on sentait qu'il y avait... c'était quelque chose quasiment de l'ordre de l'identité, du malaise social, du malaise... la France périphérique. Oui, c'était le drame de la France périphérique. Et c'est en ça que c'était intéressant. Et ces réponses-là n'ont pas été évacuées avec les 10 ou 15 milliards qu'Emmanuel Macron a pu apporter pour essayer de calmer le mouvement. On a vu que ça a duré, parce qu'en fait, c'était quelque chose de l'ordre de l'existentiel. Et le Covid s'ajoutant à cela, la guerre en Ukraine s'ajoutant à cela, l'inflation évidemment aussi. Est-ce qu'on risque de rejouer le match ? Il me semble que c'est pas tellement un prix qui a mis les Gilets jaunes dans la rue, c'est une taxe. C'est la taxe carbone. Évidemment, il y avait un prix de l'essence important qui pèse sur les ménages français. Et ce genre de situation suscite potentiellement... Décidé par Édouard Philippe, qui est aujourd'hui personnalité préférée des Français. Quand je vous dis qu'on ne comprend plus rien. Oui, mais Édouard Philippe, lui, il a fait les 80 km/h et la taxe carbone. Et aujourd'hui, on est revenu sur les deux. Et c'est la personnalité préférée des Français. Mais il s'est racheté une image au moment du Covid, en étant un peu moins certain que les autres. En disant « je sais pas ». Oui, exactement. Mais c'était déjà beaucoup. Je pense que ce qui énervait principalement les Gilets jaunes, c'est le côté les élites nous font payer pour un réchauffement climatique qu'ils ont en grande partie causé par un libre-échange débridé, une surconsommation de masse, que sais-je. Je ne pense pas qu'on rejouera ce match. En plus, il y a quand même un effet... Alors, tout le monde annonce un mouvement social, mais plus personne ne croit aux Gilets jaunes. C'est intéressant. On va descendre dans la rue, mais qui va protester ? Qui va finalement porter cette colère, cette révolte ? Et qui va la soutenir ? C'est très important parce qu'à aussi à l'Assemblée. Est-ce que ce sera la NUPES ? Est-ce que ce sera le Rassemblement national ? Tout le monde annonce quelque part cette révolte sociale, mais on n'en voit pas vraiment les contours. Et qui va la soutenir surtout dans la population, puisqu'à l'époque, les Gilets jaunes bénéficiaient quand même d'une majorité de Français qui les soutenaient. Là, voyant les efforts que le gouvernement fait pour le pouvoir d'achat, etc., je ne suis pas sûr qu'on aurait les mêmes résultats dans l'opinion. Et donc, un mouvement social de cette ampleur pourrait se produire avec autant de facilité. Et vous le disiez d'ailleurs, Marion Parizet, la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne est en hausse, finalement, depuis les débats sur ce pouvoir d'achat. La difficulté, ce qui peut ou pas provoquer un mouvement social, c'est aussi la responsabilité qu'on attribue au gouvernement dans l'état de la situation dans laquelle on arrive. L'exemple de la taxe carbone. Exactement, l'exemple de la taxe carbone. Là, au contraire, on a plutôt un gouvernement qui essaye, en tout cas qui tente dans une certaine mesure, de venir atténuer des effets de crise qui sont pour partie exogène, même si on peut questionner le rôle de la France, etc., le positionnement. Mais dans tous les cas, il y a une tentative d'effort. Là où on peut s'interroger, c'est est-ce que la politique du chèque est réellement efficace et viable sur le long terme ? Moi, je suis plutôt favorable, au contraire, un travail sur la production, sur relancer vraiment l'économie sur le long terme. Et ça implique de pouvoir aussi de travailler sur d'autres aspects et qui ont été faits. Il y a des premiers pas, la question des RTT, la question de cette défiscalisation, elle est très importante, la possibilité de les racheter. Défiscalisation, c'était pour les heures supplémentaires. Mais voilà, il y avait la monétisation des RTT, ça c'est monétisation des RTT et défiscalisation des heures supplémentaires. Ces deux points-là, ils vont dans le sens de relancer une économie, de relancer un tissu économique qui a été fortement touché aussi par la crise du Covid et qui est nécessaire non seulement pour que chacun puisse trouver simplement les moyens
assurer sa vie quotidienne, d'avoir la dignité en fait de pouvoir subvenir à ses propres besoins et de ne pas dépendre finalement d'une aide extérieure qu'on viendrait allouer et qui est aussi, bon, certes salvatrice dans certains cas, mais qui met aussi dans une forme de dépendance vis-à-vis de l'État qui est problématique parce qu'elle crée aussi une incertitude. Quand on arrête le chèque, comment faire ? Quand Alors on enlève que la le seringue. revenu dépend des personnes et il renforce vraiment la dignité parce que justement chacun maîtrise son propre destin. Oui, mais je crois que le gouvernement a quand même peur de l'augmentation des salaires qui créerait une spirale salaire-prix qui s'est produite dans les années 80. Je pense qu'ils ont très peur de ça. Je voyais Alain Minck récemment s'effrayer un petit peu tout en comparant la situation avec les années 80. Il disait à l'époque, les gens étaient beaucoup plus syndiqués. Les syndicats avaient plus de pouvoir pour négocier les salaires, ce qui créait des spirales inflationnistes sans fin. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation et je crois que le gouvernement négocie ce genre de paquet pour ne pas trop encore toucher réellement au salaire qui peut-être créerait de mauvais effets à long terme. Raphaël Steinville. Oui, je voulais juste m'aventurer à une hypothèse pour expliquer le fait qu'aujourd'hui, alors même qu'il y a encore quelques semaines, le prix du gasoil était largement au-dessus des 2 €, il n'y ait pas eu, contrairement à la période Gilets jaunes, de crise sociale, de manifestations. Il se trouve que c'est l'un des bienfaits de la crise Covid, si je puis dire. On a changé de façon de faire société. Non, mais c'est surtout que les Français ont été énormément épargnés. Alors, bien évidemment que tous les Français n'ont pas pu épargner, mais ils avaient des matelas... La plus grosse épargne d'Europe, les Français. Et donc, ça a permis, au moment même où on avait une inflation galopante, où les prix s'envolaient, je pense, pour certains, de compenser en allant puiser dans leur épargne. Et on a aussi changé de comportement au quotidien. Benjamin Cauchy nous le rappelait là aussi tout à l'heure, à cause ou grâce à la crise du Covid, le télétravail, on est moins dépendant de l'utilisation de la voiture au quotidien. On a changé de comportement, on a changé de période finalement depuis cette crise des Gilets jaunes. Toujours est-il qu'on annonce, en tout cas peut-être que ce sont des apprentis sorciers, les politiques qui le font, mais cette crise sociale, mais on n'en voit pas effectivement les contours. On a mis d'ailleurs en titre inflation, le pire est à venir, mais tout baisse. Alors est-ce que paradoxalement, le gouvernement a pris des décisions trop hâtives, si on se fait l'avocat du diable est-ce qu'on peut croire que le gouvernement a mis trop d'argent, trop de primes, trop de blocage des prix ? Est-ce que finalement l'inflation va redescendre ? L'avantage, c'est que potentiellement, c'est des mesures sur lesquelles on peut revenir après, justement. C'est qu'on peut ensuite les arrêter une fois qu'on n'en a plus besoin. Donc ça, sur ce plan, la difficulté, c'est qu'on est face à un contexte quand même de grande incertitude, notamment du fait de la situation internationale, de la crise en Ukraine. On est dépendant, en fait. Aujourd'hui, du conflit et de la cristallisation du conflit autour de Taïwan aussi, qui peut avoir à terme des impacts sur la façon dont se déroulent en fait les chaînes de valeur. Et si la Chine décide de mettre un embargo ou d'arrêter de produire certains produits qui sont essentiels, on a vu ce que ça pouvait faire. Rien que la demande de la Chine qui ne pouvait pas pourvoir aux besoins en termes d'acier ou de bois, parfois a pu mettre en retard des chantiers, faire des augmentations de coûts, sur plein de dépenses qui sont des dépenses structurelles que les Français ont dans tous les cas à assumer. Donc dans ces cas-là, il y a en tout cas une situation qui est fortement volatile. Donc on ne peut pas dès maintenant se dire non, c'était une mauvaise idée, il ne fallait pas le faire. Il y avait vraiment un besoin, il y avait une crainte aussi des Français. C'est en tout cas aujourd'hui un besoin de rassurance qui est important. Non, je dis peut-être qu'on a été trop loin parce que derrière il y a toujours la question du déficit et de la dette. Forcément, c'est lié. Même s'ils ont promis qu'ils ne l'augmenteraient pas, qu'ils même devraient la baisser et de ne pas créer d'impôts. Mais ça, il faut qu'ils travaillent également sur l'autre volet, qui est le volet de la réorganisation de l'État. Et ça, c'est aussi une question structurelle, là, pour le coup, que Macron avait promis sur le précédent quinquennat avec l'action publique 2022, qui n'est pas allé très loin parce que, bon, certains disent pour la crise Covid, mais en fait, dès avant la crise Covid, la mesure était déjà un peu... avait beaucoup... de plomb dans l'aile, Oui, de plomb dans l'aile, exactement. C'était très compliqué de la mettre en œuvre. Mais si on veut effectivement travailler sur l'équilibre de l'État, il faut travailler aussi sur cet aspect-là, sur l'administration, sur le fait d'avoir une administration qui soit efficace, éviter les lourdeurs, les doublons, etc. Et de rien, on revient au débat des Gilets jaunes. L'État n'a pas levé
il n'a pas créé de nouveaux impôts, mais en revanche, dans la période... Déjà, on peut s'en réjouir. Grâce à l'inflation, elle a enregistré 50 milliards de recettes fiscales en plus. Et ce n'est pas rien. C'est-à-dire que malgré tout, c'est de l'argent qui a été pris pour autant, à tous les Français. On voit cette dette augmenter. Sans que... Alors, une partie a été utilisée pour financer la loi sur le pouvoir d'achat, mais l'autre, si seulement elle pouvait permettre à rembourser notre dette. L'orthodoxie budgétaire chère à Édouard Philippe, c'est du passé. Surtout, on n'en est plus à ça aujourd'hui. C'est-à-dire que le moment où on a produit énormément de dettes, c'est quand même le Covid, quoi. Ouais. C'est-à-dire les PGE, plus le chômage partiel, je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'on a créé cette inflation massive avec les plans d'aide de l'Europe. Alors maintenant, se tourner vers les mesures pouvoir d'achat pour dire c'est elle qui crée la dette, bon, il me semble qu'on se focalise sur les pois chiches sans regarder le couscous. On va garder cette expression pour finir l'émission. Merci, Michaël Sadoun. On la retient, vraiment, je la connaissais.